Dans cette capsule, on va aborder le chapitre 4 qui va porter sur le mouvement en deux dimensions. Au chapitre 3, on s'est limité au mouvement en une dimension, donc soit horizontal ou vertical. Maintenant, on va aborder le mouvement en deux dimensions. En fait, il y a trois sujets différents qu'on va aborder dans le chapitre 4. Le premier, ça va être les projectiles. Donc, on a un exemple ici d'une image d'un projectile, c'est-à-dire un objet qui est lancé dans le champ gravitationnel terrestre. Alors, on voit bien qu'ici, il y a un mouvement en deux dimensions. Ensuite, on va étudier le mouvement circulaire, qui est aussi un mouvement en deux dimensions. Et enfin, le mouvement relatif, c'est-à-dire lorsqu'un objet bouge par rapport à un autre objet qui est aussi en mouvement par rapport à un système de référence quelconque. Donc, on va aborder ça à la fin du chapitre. Alors, quelques petites considérations générales sur l'accélération. Euh, on pourrait dire qu'il y a deux types d'accélération. Une accélération qui serait parallèle à la vitesse. Donc, je la note comme ça, là, accélération parallèle. Alors, supposons que j'ai une vitesse ici horizontale V1, que j'applique une accélération parallèle à la vitesse. Ben, ce type d'accélération-là, ça va provoquer un changement du module de la vitesse. Donc ici, j'aurai une vitesse qui a toujours la même orientation, la vitesse V2, mais qui est cette fois-ci plus grande qu'auparavant. Évidemment, si l'accélération parallèle, elle est en sens inverse de la vitesse, ben à ce moment-là, ça changerait le module aussi, mais ça le ferait rapetisser. On peut avoir aussi une accélération qui est perpendiculaire à la vitesse. Dans ce cas-ci, ça ne va pas changer le module de la vitesse, ça va changer uniquement son orientation. Donc, on avait une vitesse comme ça, horizontale. Si on applique une accélération perpendiculaire, ça va faire tourner le vecteur vitesse, donc il va changer d'orientation. Pour que son module change vraiment pas, il faut que l'accélération demeure toujours perpendiculaire à la vitesse. Ça voudrait dire ici que au fur et à mesure que la vitesse change, l'accélération devrait changer aussi pour toujours demeurer perpendiculaire. À ce moment-là seulement, le vecteur vitesse va changer de direction sans changer de module. On va rencontrer les deux types dans ce chapitre-là. En particulier, le type qui est ici, accélération perpendiculaire, ça va nous arriver lorsqu'on va être en mouvement circulaire. Alors commençons par les projectiles. Ici, on a deux exemples, deux images de projectiles. L'athlète qui est là vient de lancer un poids. Donc, ce poids-là, il est en chute libre. Dans le fond, il a été lancé dans le champ gravitationnel de la Terre et il va décrire une certaine trajectoire qu'on verra plus tard. Même chose avec le ballon de soccer qui est ici. On a botté le ballon de soccer et il va décrire une certaine trajectoire. Qu'est-ce qu'on appelle un projectile? C'est dans le fond, dès qu'on lance quelque chose dans le champ gravitationnel de la Terre, c'est un projectile. Par contre, c'est sûr qu'au moment où on botte le ballon, quand le pied est encore en contact avec le ballon, c'est pas encore un projectile parce qu'il y a une force autre que la force de gravité qui est appliquée. Donc à ce moment-là, c'est pas encore un projectile. Le ballon devient un projectile dès qu'il va quitter le pied du joueur de soccer. Là, il n'est soumis qu'à l'accélération gravitationnelle. Bien sûr, il y aura aussi la résistance de l'air. Nous, dans tout le restant du chapitre, comme au chapitre précédent, on va toujours négliger la résistance de l'air. Donc, ça veut dire que, dans le fond, nos équations vont être valables tant que la résistance de l'air va être pas trop importante. Si je bottais une feuille de papier, par exemple, ou un morceau de carton, ça ne marcherait pas. Parce que là, la résistance de l'air est beaucoup trop importante par rapport au reste. Donc, les équations qu'on va voir dans le chapitre ne seraient pas valables du tout. Pour un objet très massif, très compact, comme ce qu'on a lancé ici, là, ça va très bien marcher parce que la résistance de l'air est vraiment pas importante par rapport au poids de l'objet. Donc, à ce moment-là, ça va très bien marcher. Euh, Même chose en passant, quand on lance quelque chose comme ça, le mouvement de projectile commence seulement à partir du moment où l'objet lâche notre main. Tant qu'on est en train de le lancer, notre main est en contact avec, c'est pas encore un projectile. Donc il y a une force qui est appliquée. Nos équations vont fonctionner seulement à partir du moment où l'objet quitte notre main. Même chose pour le sol d'ailleurs. Le ballon arrête d'être un projectile dès qu'il y a un contact avec le sol. Parce que là, le sol va appliquer une force dessus. Donc à ce moment-là, ça va changer complètement sa trajectoire. Et donc, le ballon n'est plus un projectile dès qu'il va dès qu'il va toucher au sol. Alors, on va diviser le mouvement du projectile en deux composantes. Donc, on a un mouvement qui est horizontal, puis on a aussi un mouvement qui est vertical. Commençons par parler de la composante horizontale. Euh, pour la composante horizontale, si on néglige la friction de l'air, ce qu'on va faire, il n'y a pas de force horizontale.
Donc, à ce moment-là, ça veut dire que, ça c'est la première loi de Newton, en l'absence de force, la vitesse d'un objet demeure constante. On est un peu en avance en parlant de la première loi de Newton parce qu'on va l'aborder un petit peu plus tard au chapitre 5, mais elle est relativement simple, en tout cas dans son énoncé. On dit que s'il n'y a pas de force exercée sur un objet, euh, ou encore on pourrait dire même, on pourrait ajouter si la somme des forces est égale à zéro, euh, la vitesse de l'objet est constante. Pour nous, là, pour le mouvement de projectile, ce que ça veut dire, c'est que comme il n'y a pas de force horizontale appliquée à l'objet, en fait, il n'y a qu'une force verticale qui est la force de gravitation. Alors, comme il n'y a pas de force horizontale, la vitesse de l'objet demeure constante à l'horizontale. Ça, c'est bien important. C'est sûr que dans notre vie courante, supposons qu'on envoie un objet sur une surface horizontale. Donc, je fais rouler une bille, par exemple, sur une surface horizontale. Euh, on sait bien que cet objet-là, il va finir par s'arrêter. Tôt ou tard, s'il roule bien, si la surface est lisse, peut-être ça va prendre assez longtemps avant qu'il s'arrête, mais il va finir par s'arrêter. Donc, sa vitesse n'est pas constante. Et la raison de ça, c'est qu'il y a de la friction. Il y a la friction de l'air, puis il y a aussi la friction avec la surface. Donc, il y a une force en réalité. Pour que la vitesse demeure vraiment constante, il faudrait qu'il n'y ait vraiment aucune force. Euh, on pourrait avoir quelque chose comme ça seulement dans l'espace, par exemple. Donc, il faudrait être soustrait à la résistance de l'air et à toute friction d'une surface. Euh, Quand on lance un satellite dans l'espace autour de la Terre, c'est ce qui se produit. Donc, il n'y a pas d'air à ce moment-là, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de contact avec rien. Donc, le satellite, une fois qu'il est en orbite autour de la Terre, il va tourner autour de la Terre sans arrêt. Euh, puis il ne va pas ralentir jamais. Quand on envoie aussi des sondes spatiales, comme les sondes Voyager, par exemple, qui ont été envoyées vers les planètes extérieures, ben, ces sondes-là ont fait leur mission, ils continuent, sont sortis du système solaire, puis ils continuent leur mouvement à vitesse constante. Ils n'ont pas besoin de propulsion parce qu'il n'y a plus de friction du tout. Donc à ce moment-là, ils vont juste continuer leur mouvement à l'infini à vitesse constante. Donc, nous, on va toujours faire l'hypothèse que la vitesse horizontale est constante, puisqu'on va négliger la résistance de l'air, donc la force de friction. Une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on donne la vitesse d'un objet, il faut toujours penser que la vitesse d'un objet, c'est relatif. C'est-à-dire que si je dis par exemple que je suis au repos, présentement je dis que je suis au repos, je ne bouge pas. En réalité, je suis au repos, mais par rapport à quelque chose. Je suis au repos par rapport au sol, par rapport à la table. Donc, on ne bouge pas l'un par rapport à l'autre. Sauf qu'en réalité, on sait bien que notre système de référence, la Terre, est en mouvement. Ici, par exemple, cette image-là nous donne la trajectoire d'un arbre. Un arbre qu'on pourrait bien considérer comme étant au repos, en une journée, il va faire le tour de la Terre, en fait, parce que la Terre est en rotation, donc il va être entraîné dans cette rotation-là. Si on calcule sa vitesse, un arbre à l'équateur va à 1700 km/h à cause de la rotation de la Terre. Donc, il est vraiment loin d'être au repos. Par contre, cette vitesse-là, 1700 km/h, ben, ça ne l'affecte pas du tout. L'arbre n'est pas penché d'un côté parce que la Terre tourne vers l'est. Donc, les arbres ne sont pas penchés vers l'ouest à cause de ça. Parce que, en fait, le mouvement, c'est toujours relatif. Euh, on peut même aller plus loin. On a ici la rotation de la Terre. Notre planète est elle-même en révolution autour du Soleil. Et si on calcule cette vitesse-là de notre planète autour du Soleil, c'est 30 km par seconde. Donc, c'est extrême comme vitesse. Or, on ne ressent pas du tout cette vitesse-là. Ça ne nous affecte pas du tout. Et c'est bien normal parce que, donc si je reviens ici, une vitesse, c'est toujours relatif. Donc, quand on dit que notre vitesse est nulle, qu'on est au repos, en fait, c'est toujours par rapport à quelque chose. Euh, Quand on est dans un avion, par exemple, si on prend l'avion, bien sûr, au décollage, on ressent l'accélération de l'avion. On est plaqué sur notre siège parce que là, il y a eu une accélération. Mais donc, ça prend une force pour avoir une accélération. C'est pour ça qu'on subit une force. Par contre, une fois que l'avion est décollé, puis qu'on est monté en altitude, puis qu'on va maintenant à vitesse constante, bien, on est au repos dans l'avion. Puis, il n'y a absolument rien qui est anormal dans l'avion. Si j'ai quelque chose entre les mains puis je l'échappe, l'objet va tomber en ligne droite verticale à mes pieds, même si l'avion va à
300 km/h, l'objet que j'échappe, il ne va pas partir par en arrière, il va tomber vers le bas également. Dans l'image qui est là, on tente de décrire un petit peu le même phénomène. On a un bateau qui avance. Donc, sur la partie droite de l'image ici, là, on a un bateau qui avance vers la gauche. Et puis là, on laisse tomber un objet à partir du mât. Puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Ben, l'objet va tomber. Alors, vous voyez, on l'a à plusieurs reprises. Il va donc décrire une trajectoire comme ça ici, qui est courbe. Mais il va tomber au pied du mât. Et si on regarde du point de vue du bateau, donc ça c'est l'image de gauche ici, ben, on a laissé tomber l'objet, il est tombé tout simplement en ligne droite, en chute libre. Donc il est tombé bien sûr au pied du mât. Ça c'est à condition que le mouvement du bateau se fasse à vitesse constante. C'est sûr que si le bateau se met à accélérer ou décélérer, là ça ne marchera plus parce que il y a des forces en jeu lorsqu'il y a une accélération. Donc là, ça va affecter effectivement le mouvement de la balle. Alors, les deux points de vue sont tout à fait équivalents. Ici, on a tout simplement dans le point de vue du bateau une chute libre verticale, tandis que dans le point de vue extérieur au bateau, dans le point de vue du sol, on a un objet qui tombe, qui va faire une parabole. On va le voir un petit peu plus tard, ça fait une parabole. Pourquoi? Parce qu'on a la composante verticale, qui est la même qu'ici, mais on a aussi en plus une composante horizontale. Donc, notre objet, notre balle, a une vitesse horizontale qui est la même que celle du bateau. Alors, c'est ça qui va lui donner une trajectoire courbe. Les deux points de vue, donc, sont acceptables pour décrire le mouvement de l'objet. Pour continuer de vous démontrer comment le mouvement horizontal de la balle est complètement indépendant du mouvement vertical, on va voir la petite démonstration qui est ici. Je vais faire passer un petit bout. On a un petit dispositif avec un ressort. Alors vous voyez ici, on met une balle de billard dessus dans laquelle on a percé un trou. Lorsque on déclenche le mécanisme, ça retire la tige et ça fait tomber la balle. On a une deuxième balle maintenant qui va être poussée par le même dispositif. En fait, ça va nous permettre de pouvoir les lancer toutes les deux exactement au même moment. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va mettre les deux balles. Et puis, donc, on va déclencher le dispositif. Regardez bien qu'est-ce qui arrive. On entend les deux balles tomber au sol exactement en même temps. Et ils vont donc parcourir la distance verticale exactement en même temps. Je vais répéter ici. Encore une fois, pour bien montrer que les composantes horizontales et verticales sont indépendantes. Ici, on a une petite vidéo qui a été tournée de quelqu'un qui saute sur une trampoline. La trampoline est tirée par un tracteur à vitesse constante et la personne saute, tout simplement, comme si en fait le tracteur était arrêté. Donc, le mouvement ou la vitesse constante horizontale n'affecte pas du tout le mouvement vertical. Alors, si on résume un petit peu comment on va résoudre les problèmes de projectiles ou comment on va traiter ces problèmes-là, on a deux composantes, donc indépendantes, une composante horizontale et une composante verticale. Donc, habituellement, d'ailleurs, quand on va résoudre des problèmes de projectiles, on va séparer notre feuille en deux, comme ça. Et dans la partie horizontale, on peut dire que la vitesse est constante. On néglige la résistance de l'air, donc vitesse constante. Et lorsque la vitesse est constante, on n'a qu'une seule équation à appliquer, c'est vitesse égale déplacement sur le temps, donc Vx égale delta x sur delta t. Ensuite, pour la partie verticale, ben ça c'est une chute libre, donc une accélération constante vers le bas. Donc on va avoir une accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré qu'on va appliquer. Puis on va utiliser les quatre équations de chute libre qu'on a vues à la fin du chapitre 3. Donc pour la composante en Y, c'est tout simplement une chute libre. Et on va avoir donc nos deux composantes indépendantes. Ce qui va relier les deux composantes, en fait, c'est deux choses. En fait, c'est une chose en particulier, c'est le temps. Donc, le temps va s'écouler, mais évidemment, c'est le même temps pour les deux composantes. Donc, c'est ça qui va faire le lien entre les deux. Il va aussi y avoir la vitesse. Donc, la vitesse, ici, on a une image qui nous donne une balle qui fait une trajectoire de projectile. Puis, on a représenté sa vitesse avec un vecteur bleu en différents endroits. On remarque que la composante en x de la vitesse, elle est constante.
Il faudrait la mesurer pour être vraiment certain, là, mais elle devrait être constante. Donc ici, c'est toujours la même pour la composante horizontale. Par contre, la composante verticale, elle change. Donc elle est vers le haut, elle diminue. Elle est nulle lorsqu'on arrive au sommet de la trajectoire. Puis ensuite, elle devient vers le bas et elle augmente pour la deuxième partie de la trajectoire. Si on se met à un point donné, on peut dessiner le petit schéma qui est ici. C'est-à-dire qu'on a deux composantes de la vitesse, Vx et Vy. Ça forme donc un angle par rapport à l'horizontale, θ. Et ce qu'on va appeler V sans indice, c'est la vitesse résultante des deux, donc qui est ici. Puis on peut faire une relation entre ces trois choses-là en utilisant la trigonométrie. Alors on peut dire que la composante en x, c'est le module de la vitesse. Ici, j'aurais peut-être dû faire un vecteur sur mon v, là. Donc Vx, ça serait le module de la vitesse fois le cosinus θ, et Vy, ça serait le module de la vitesse fois le sinus de l'angle. D'ailleurs, on va se servir aussi de ça parfois pour trouver l'angle. Ça va nous arriver qu'on va avoir les deux composantes, Vx, Vy par exemple, puis qu'on va vouloir chercher l'angle. À ce moment-là, on pourra les diviser l'un par l'autre. Si je fais Vy sur Vx, ça va me donner la tangente de θ. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver l'angle dans certaines circonstances. Alors voilà, on a décrit les bases physiques et mathématiques du mouvement des projectiles. C'est la fin de la capsule. Pour la prochaine capsule, on va faire des problèmes. Donc, je vais faire des exemples, en fait, où on va appliquer tous ces principes-là.